Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La grève a-t-elle des conséquences sur les achats de Noël? La période est pourtant cruciale pour le chiffre d'affaires des commerçants. Reportage à Paris mais aussi à Lyon où la fête des Lumières ne battra sans doute pas des records d'affluence cette année. Il n'a pas supporté le verdict. Hier soir, Willy Bardon a été condamné à 30 ans de prison pour le viol d'Élodie Kulik. Il a alors, vous le verrez, tenté de se suicider en pleine salle d'audience. Cette immense impuissance en Australie, la région de Sydney se consume depuis des jours, mais plusieurs incendies se sont transformés en un énorme brasier devenu totalement incontrôlable. En ce week-end de Téléthon, vous entendrez aussi le témoignage poignant de parents d'enfants qui étaient condamnés. Ils sont aujourd'hui sur le chemin de la guérison grâce à la thérapie génique, des traitements miraculeux mais qui coûtent parfois plus d'1 million d'euros. Dans ce journal, nous irons aussi en Angleterre qui abrite l'école des Pères Noël. Vous le verrez, convaincre les enfants que vous êtes bien l'original et non une pâle copie est tout un art. Et puis lui est devenu l'emblème de la Réunion. Rencontre tout à l'heure avec l'endormi, un caméléon qui, comme son nom l'indique, vit à un rythme très très lent. Vous saurez aussi pourquoi il change de couleur. On aurait pu penser que la grève serait beaucoup plus simple à gérer un samedi, mais ce 7 décembre est aussi l'une des journées les plus importantes de l'année pour les commerçants, l'un des derniers samedis avant Noël. À Paris, les RER et les métros se sont pourtant fait rares pour la 3e journée consécutive. Alors cela a-t-il découragé les clients? Réponse tout de suite avec Valentin Després et Catherine Charles. Pour faire ses achats de Noël à Paris malgré la grève, il fallait cet après-midi beaucoup de courage. Très compliqué, il n'y a pas de RER, il n'y a pas de métro, donc on est obligé de prendre la voiture, malheureusement. Et les bouchons? Et les bouchons, ah ouais. On s'est débrouillé entre le bus, le métro, les chaussures, enfin à pied quoi. La débrouille, de quoi décourager de nombreux clients. Dans cette rue marchande, pas de métro depuis 3 jours et peu de monde, les commerçants ne cachent pas leur inquiétude. Une journée classique, ça tourne entre 800 et 1200. Donc, et là, on est plus entre 400 euros. Compliqué. L'an dernier, lors des manifestations des Gilets jaunes, cette vendeuse d'accessoires pour bébés avait déjà perdu 20% de son chiffre d'affaires. La grève arrive encore au plus mauvais moment. On ne peut plus faire face, on ne peut pas être en promotion en permanence parce que ça fait forcément baisser notre marge, donc c'est nous tirer aussi une balle dans le pied, donc on va subir. Mais ces difficultés en centre-ville font le bonheur des centres commerciaux en périphérie. Celui-ci regroupe une centaine d'enseignes, alors pour les habitants du quartier, on est allé au plus proche. C'est beaucoup plus simple d'être à 5 minutes à pied plutôt que de risquer peut-être d'attendre très longtemps un bus ou un métro. C'est à côté de chez moi, voilà. Ouais, je peux me déplacer à pied tranquillement et faire mes courses détendues sans aller dans les transports publics. Dans les boutiques, ce sont jusqu'à 20% de clients en plus par rapport à l'an dernier. On pensait qu'avec les problèmes de grève et les problèmes sociaux qu'on allait morfler. Et puis non, depuis 3 jours, on travaille très très bien. Et cette affluence ne devrait pas faiblir de sitôt. À Paris, mardi prochain, les commerces situés sur le parcours de la manifestation contre la réforme des retraites devront obligatoirement fermer. Ordre de la préfecture de police de Paris. Et puis, autre ville où la grève a déjà des conséquences, c'est celle de Lyon, où l'on célèbre ce week-end la Fête des Lumières, un événement qui attire jusqu'à 2 millions de personnes chaque année. Alors forcément, l'annulation des TGV est venue considérablement compliquer cette édition 2019. Céline Blancpain et Quincy Russell. C'est le week-end le plus important de l'année à Lyon. 4 soirées de féerie, 65 œuvres à découvrir et des milliers de visiteurs qui, cette année, ont dû surmonter les obstacles. On vient de la région parisienne, on est venu, on avait réservé des TGV et on a eu le message de la SNCF comme quoi les TGV étaient annulés à cause des mouvements de grève, donc on est venu en voiture. On est parti très tôt le matin pour éviter les bouchons de la sortie de Paris. Prendre sa voiture, une contrainte qui a découragé de nombreuses personnes. Dans ce restaurant, la fréquentation est en baisse de 30%. On prévoit les équipes, on prévoit le stock, on se prépare en général et c'est vrai que c'est un peu décevant dans le sens où nous on est prêts, on attend. Même constat et même inquiétude chez les hôteliers. Un samedi à cette heure-ci, nous sommes généralement complets et aujourd'hui il nous reste encore
des chambres disponibles. À cause de la grève à la SNCF, cet établissement a subi une vingtaine d'annulations, une perte estimée à plus de 30 000 €. Cette chambre, le loft, était réservée pour 3 nuits par des Parisiens. Ils ont dû annuler en dernier moment à cause des grèves. C'est un échec pour l'édition 2019. Un nouveau coup dur pour les professionnels du tourisme après les attentats du 13 novembre 2015 et la crise des Gilets jaunes l'an dernier. C'est une catastrophe, quoi. Chaque fois qu'on veut organiser quelque chose dans ce pays, on a l'impression qu'on est le jeu de tout le monde. Hein. Si ce n'est pas des grévistes, c'est des terroristes. Pour sauver cette édition de la Fête des Lumières, dont le budget s'élève à plus de 3 millions d'euros, le préfet a décidé d'interdire toute manifestation dans le centre-ville de Lyon jusqu'à dimanche soir. Enfin, cela peut paraître paradoxal, mais les premières victimes de la grève des transports aujourd'hui ont été les militants de la CGT. Comme tous les ans, elle organisait une manifestation contre la précarité et le chômage à Paris. Manifestation peu fournie, faute de métro, ce qui n'a pas empêché, vous allez l'entendre, son secrétaire général de maintenir la pression sur le gouvernement. Isabelle Marie et Séverine Fortin. Ils étaient à peine un millier cet après-midi dans les rues de Paris contre la précarité à l'appel de la CGT. Touchés comme les autres sans doute par la grève des transports, mais espérant beaucoup de la prochaine journée de manifestation, mardi. Plus on sera nombreux dans la rue, moins ça durera et plus on gagnera. Ça, il faut que les gens le sachent, quoi. Et pour que la contestation s'arrête, une seule solution pour la CGT. La solution aujourd'hui, c'est d'abandonner ce projet et de repartir à zéro. Même tonalité à l'issue de l'intersyndicale des cheminots réunis ce matin à Montreuil. Après la mobilisation du 5 décembre qui a mis 1,5 million de personnes dans la rue, il faut que le gouvernement, du coup maintenant, entende cette colère. Le retrait du projet réclamé par la CGT Sud ou la FSU opposée à la réforme, impossible à convaincre pour le gouvernement qui cherche à rallier les plus réformistes. CFDT, CGC, CFTC, UNSA ou FO, même si leurs adhérents très présents dans les transports et les services publics ont grossi les cortèges jeudi dernier. 800 000 personnes au moins contre 300 000 au plus fort de la crise des Gilets jaunes. De quoi revigorer des syndicats à la peine depuis un an et snobés par l'exécutif depuis 2017. Le gouvernement doit clairement afficher ce qu'il veut et il doit également, évidemment, apporter à chaque organisation syndicale un peu de réponse à ses propres revendications. La CFDT va mettre l'accent sur la pénibilité, sur les seniors, la CFTC sur les droits familiaux, l'UNSA va davantage parler des garanties pour les enseignants, les fonctionnaires. Donner des gages aux plus réformistes sans oublier les autres. Comme un signal aux syndicats, Édouard Philippe depuis Matignon a donc promis hier qu'il livrerait mercredi le projet de réforme depuis le Conseil économique, social et environnemental, un lieu cher à tous les partenaires sociaux. Et fin du suspense, donc mercredi à midi précise, Édouard Philippe a promis de révéler l'intégralité de son projet de réforme. Et si les craintes sont aussi nombreuses en ce moment, c'est sans doute parce que nous avons l'un des systèmes de retraite les plus généreux. En tout cas, ils sont nombreux à le dire ces derniers jours. Bonsoir Thierry. Bonsoir Anne-Claire. Alors, info ou infox, est-ce que les retraités français sont parmi les plus heureux du monde? Globalement, oui Anne-Claire. Mais d'abord, je vais vous confirmer qu'effectivement, cette petite phrase est à la mode ces derniers temps. Écoutez. On a un système qui est le meilleur au monde. Le meilleur au monde. Notre système, et je peux comprendre, est un des meilleurs. Nous sommes numéro 1 dans le niveau moyen des retraites par rapport aux actifs. Voilà, ça fait déjà un point d'accord entre Philippe Martinez et Jean-Paul Delevoye. Alors nous avons voulu vérifier, c'est dire. Nous nous sommes servis de 2 rapports. Le premier, celui-ci du cabinet Mercer, spécialisé dans le conseil en ressources humaines. Et puis celui-là de l'OCDE, il est tout frais, il date d'une quinzaine de jours. L'OCDE, qui, je vous le rappelle, rassemble les 36 pays les plus développés du monde. Alors, pour le cabinet Mercer, la France, Anne-Claire, possède en effet le système de retraite le plus favorable pour les salariés, le deuxième, juste derrière l'Irlande, le deuxième, j'ai bien dit, devant les Pays-Bas. Et si on prend en compte ce même critère, eh bien la France figure également dans le haut du classement de l'OCDE. D'abord parce que les Français partent en moyenne plus tôt à la retraite que dans le reste du monde, 61 ans contre 65 ans dans le reste de l'OCDE. Et puis ensuite, Anne-Claire, parce que le taux de remplacement en France est l'un des meilleurs du monde. Alors qu'est-ce que c'est que le taux de remplacement? C'est la part de votre salaire actuel que vous allez conserver lors de votre retraite. Alors par exemple, si vous gagnez actuellement 2 000 € net, eh bien en moyenne,
en France, vous aurez 1 470 € de retraite. Dans les autres pays développés, vous n'auriez que 1 170 € en moyenne. Alors Thierry, ça semble presque trop beau pour être vrai, mais le seul hic, c'est que notre système, il est aussi beaucoup plus fragile que les autres. Exactement, principalement en raison de son système de financement et de sa démographie. Toujours selon le cabinet Mercer, si l'on introduit ces critères, eh bien la France n'est plus 2e, mais plutôt 18e du classement. Mais la France ne sera pas la seule à souffrir du vieillissement de sa population. Ce sera le cas de tous les pays de l'OCDE. Regardez ces chiffres assez impressionnants. Actuellement, il y a donc environ 31 retraités pour 100 actifs. Eh bien, dans 60 ans, en 2080, il y aura 60 retraités pour 100 actifs. Ça fait tout simplement 2 fois plus de retraites à financer. Merci beaucoup Thierry pour cette très bonne démonstration. Une image des Gilets jaunes à présent. Ils étaient 1 millier à Paris aujourd'hui. Un cortège qui a déambulé dans les rues avant de se disperser dans le Forum des Halles. Le centre commercial a d'ailleurs été entièrement fermé avec les clients à l'intérieur. Des grenades lacrymogènes ont été tirées sous la canopée. Et puis manifestation tendue également à Nantes où près de 3000 personnes se sont rassemblées avec une fois encore des affrontements violents avec les forces de l'ordre. Vous le voyez dans les rues commerçantes, les chaises des cafés ont servi de projectiles. Autre contestation sociale, cette fois celle des patrons des entreprises de transport routier. Leur avantage fiscal sur le gazole va diminuer de 2 centimes par litre. Ils ont donc organisé aujourd'hui des barrages un peu partout en France. Christine Chapelle, Marine Brossard, Sébastien Ambert et Grégoire Guisteau. Des files de camions à l'arrêt. Une image que l'on a pu voir sur une quinzaine d'autoroutes françaises aujourd'hui. Ici, sur l'A63, une vingtaine de patrons d'entreprises de transport routier étaient venus protester contre le projet de loi d'augmentation de 2 centimes par litre de gasoil pour les camions. 2 centimes, cela peut paraître léger, mais pour ceux qui gèrent des dizaines de véhicules, c'est une somme. Un camion, ça consomme plus qu'une voiture, donc c'est 800 € par an et par véhicule. Sur tous les points de blocage, ce sont les camions étrangers qui étaient principalement immobilisés. Polonais. Car la concurrence est rude en Europe. Les chauffeurs des pays de l'Est, notamment, sont moins payés et font plus d'heures, donc le transport coûte moins cher et les Français ne peuvent pas rivaliser. De plus, cette nouvelle taxe de 2 centimes est censée servir à l'entretien des routes. Or, les étrangers qui circulent chez nous ne la payent pas. Ils font leur plein au Luxembourg, ils mettent 1000-1200 litres dans le camion, ils traversent la France, ils vont, ils reviennent, ils n'ont pas payé 1 litre de gasoil en France. Les petites et moyennes entreprises du secteur disent avoir de plus en plus de mal à survivre, surtout avec les autres taxes qui se sont rajoutées ces dernières années. La DFS, la taxe des parkings, la taxe transport, etc. qui font que, oui, une taxe en plus, ça peut passer, mais l'ensemble de toutes les taxes en plus, c'est compliqué. Approuvée par l'Assemblée puis rejetée par le Sénat, cette taxe gasoil devrait être discutée en commission paritaire mercredi prochain. Autre titre de l'actualité, cet événement extrêmement choquant hier à la cour d'assises d'Amiens. Willy Bardon a été condamné à 30 ans de prison pour le viol de la jeune Élodie Kulik. Il a alors tenté de se suicider dans le box des accusés. Un épilogue à l'image, vous allez le voir, de cette affaire si complexe sur laquelle reviennent pour nous Thibaut Malandrin et Alix Ponsard. Willy Bardon, quelques minutes avant de passer à l'acte. À ce moment-là, il a pris sa décision. Si la cour d'assises le condamne à une lourde peine de prison, il avalera la quantité de produits pesticides qu'il a réussi à cacher sur lui et tentera de mettre fin à ses jours. La présidente lit le verdict. Coupable de viol, coupable d'enlèvement et de séquestration suivie de mort. La peine est celle qu'avait demandé l'accusation, 30 ans de prison. Aussitôt, l'accusé met son projet à exécution. Une policière s'en aperçoit et se précipite dans le box. Willy Bardon est exfiltré et transféré dans un état grave au CHU d'Amiens. Stupeur de ses avocats, ironie du père de la victime. On n'a pas d'explication. Je pense que la volonté qui est la sienne, c'est de ne pas supporter la prison. Il a volé des cachets, c'est le geste d'un innocent. Ça prouve bien qu'il est vraiment innocent, ce gars-là. Filmé ici en 2014, Willy Bardon comparaissait libre. Il a donc pu se procurer le pesticide sans difficulté. Les policiers l'ont bien fouillé avant le verdict, mais insuffisamment. Aujourd'hui, il est normalement en phase de sortie progressive de coma. Son état reste critique dès lors qu'on n'est pas sorti de cette phase-là. Janvier 2002. Élodie Kulik, 24 ans, est enlevée, violée, étranglée et son corps est partiellement brûlé. 10 ans après, l'ADN permet d'identifier un homme présent sur la scène de crime ce jour-là,
Grégory Viard, mais il est mort en 2003. Il n'était pas seul ce jour-là. Un appel téléphonique passé par la victime au secours, juste avant sa mort, permet d'isoler plusieurs voix masculines. L'une serait-elle celle de Willy Bardon? La question fut au cœur du procès. Les jurés ont répondu oui. Pas la peine de vous dire que je suis content. C'est quand même le résultat de 18 ans de trac. La passion, les souffrances qui sont légitimes ont pris le pas sur la raison et sur le droit. C'est la raison pour laquelle nous allons évidemment interjeter appel. À l'hôpital, Willy Bardon restera sous surveillance policière. Durant le procès, il n'a cessé de clamer son innocence, sans parvenir à convaincre. Le préfet de Mayotte invite les habitants à préparer des réserves d'eau et de nourriture. Le cyclone Belna pourrait passer sur l'île dans la nuit de dimanche à lundi. Le 101e département français a d'ailleurs été placé en alerte orange. Les autorités craignent évidemment des dégâts. On en saura plus sur la trajectoire du cyclone dans les heures qui viennent. Partons maintenant en Australie où les autorités, elles, ne font aucun mystère de leur impuissance. La région de Sydney se consume depuis des jours, mais une dizaine d'incendies ne forme désormais plus qu'un immense brasier. Les pompiers ont d'ailleurs renoncé à tenter de l'éteindre. Laurent Aubaine. C'est un phénomène rare. Il ne se déclenche que sous l'effet de vents violents et de températures extrêmes. Un mélange météo détonnant qui s'est installé depuis 3 mois dans le sud-est de l'Australie. Des incendies contre lesquels certains luttent encore avec des moyens dérisoires. C'est pas aussi terrible qu'en 2001. Mais ça va devenir très mauvais. Regarde derrière toi. C'est l'été austral et les flammes ont déjà détruit 2 millions d'hectares de forêts et de bouches, l'équivalent de la moitié du territoire de la Suisse. Le chef des pompiers reconnaissait hier matin une forme d'impuissance face à l'ampleur de la tâche. Car l'on parle maintenant d'un méga-feu, 8 brasiers qui ont fusionné en un seul. 300 000 hectares qui brûlent malgré les importants moyens, les avions, les hélicoptères et beaucoup d'hommes qui n'espèrent plus que la fin de la sécheresse et une accalmie des vents pour venir à bout des flammes. Tu éteins un feu et la minute suivante, tu as des flammes derrière toi. On n'y arrive pas. Des soldats du feu réduits à organiser les évacuations, à tenter de protéger les habitations. 600 maisons ont été détruites, 6 personnes sont décédées et des flammes qui menacent aussi la faune locale. Sydney, à 60 km de là, est recouverte d'un quasi-perpétuel nuage de fumée. Il donne un visage particulier à la ville, des images surréalistes et une atmosphère qui menace désormais aussi la santé des plus faibles. Revenons maintenant en France avec cette alerte lancée par l'Agence du médicament. Des implants contraceptifs installés sous la peau ont migré dans le corps de certaines femmes. Une trentaine de cas ont été enregistrés depuis 20 ans et c'est la technique de pose qui est manifestement en cause. Regardez ce reportage tourné par Gwenaëlle Bellec, Corinne Chevreton et Pascal Marcelin. En 2017, Alice a recours à un implant contraceptif posé sous la peau de l'avant-bras. Un implant de ce type. Elle pense alors que c'est la solution pour ne plus oublier sa pilule. Très vite, pourtant, elle ne le supporte plus. Elle retourne chez son gynécologue. Quand il a voulu l'enlever, il s'est rendu compte qu'il n'était plus dans mon bras. On a refait un scanner et là, on s'est rendu compte que mon implant avait migré dans mon poumon gauche, droit, pardon. Quel était le risque ? Embolie pulmonaire, infection, tout ce qui s'ensuit, quoi. Tous les problèmes qu'on peut avoir liés au poumon. Pour enlever cet implant de 4 cm visible sur cette image, on lui ouvre le thorax, une opération très douloureuse. Il lui reste une cicatrice de 20 cm de long. Entre la douleur psychologique et physique, j'ai cru que j'allais jamais m'en remettre. Se sentir malade devant sa fille, puis pouvoir lever les bras, j'étais un zombie. J'ai été un zombie pendant 1 mois et demi, 2 mois. À cette époque, pourtant, d'autres cas ont déjà été signalés. Il y a déjà eu une alerte de l'Agence du médicament. À l'époque, Alice contacte le gynécologue qui lui a posé l'implant et le laboratoire. La seule chose qu'ils ont su me dire, qu'ils n'étaient pas responsables, que c'était une mauvaise manipulation venant de la part du spécialiste. Et le gynécologue a dit que ce n'était pas de sa faute. Et il m'a dit que c'était pas de sa faute. Tout le monde s'est renvoyé la balle. Tout le monde. Personne n'a su prendre ses responsabilités à ce moment-là. Et personne ne les prend toujours. Enfin, personne ne prend ses responsabilités encore à l'heure actuelle. Hier, l'ANSM a lancé une nouvelle alerte rappelant le risque. L'implant peut passer dans les vaisseaux sanguins et dans le thorax s'il est implanté trop profondément. Si on n'a pas été formé et qu'on en met un par an,
il y a toutes les chances qu'on se dise je ne veux pas le mettre trop près de la peau, on va le mettre un peu à l'intérieur, la patiente va moins le sentir. Ce qu'il faut, c'est essayer de faire une campagne de sensibilisation pour les gens qui sont destinés à les placer. Chaque année, environ 200 000 Françaises ont recours à cet implant contraceptif. Toujours au chapitre santé, c'est ce week-end qu'a lieu le Téléthon organisé, vous le savez, par nos confrères de France Télévisions. Il s'agit de financer la recherche sur les maladies génétiques, des pathologies tellement rares que les traitements coûtent extrêmement cher et pourtant ils peuvent accomplir, vous allez voir, des miracles. Caroline Bell et Jean-François Drouillet ont rencontré des parents dont les enfants étaient condamnés. Une dose de médicaments a pourtant suffi à leur sauver la vie. Regardez. Pour Ophélie et Julien, chaque petit geste d'Elisa est un émerveillement quotidien. Car il y a encore 5 mois, la petite fille aurait été incapable de saisir sa girafe. Bravo mon cœur, bravo. Avant, elle ne tenait plus sa tête, elle ne bougeait pratiquement plus les bras, plus les jambes du tout. Elle avait aussi moins de force au niveau de la voix. Si Elisa ne bougeait plus, c'est à cause d'une maladie génétique, l'amyotrophie spinale. Sur cette vidéo, en mars dernier, les signes de paralysie progressive de tous les muscles de son corps sont visibles. Elle n'arrive plus à se mouvoir en fait. Ses parents apprennent alors que leur fille n'a plus que quelques mois à vivre. Mais le 21 juin, la vie de la famille bascule. Elisa est la première en Europe à bénéficier d'un médicament révolutionnaire en une seule injection. 24 heures après, on peut voir en fait qu'elle arrive à tenir sa tête quelques secondes juste alors qu'elle ne le faisait pas avant. Aujourd'hui, Elisa tourne les pages de son livre. Mais demain, sera-t-elle capable de marcher? La petite fille sera suivie pendant 20 ans car beaucoup d'inconnus entourent cette thérapie génique inédite. C'est une injection quand même qui est risquée. Mais d'un autre côté, si on ne fait rien, malheureusement, on connaît tous l'issue. Donc on se dit tant pis, on le fait quand même parce que ça peut être une belle aventure qui commence. C'est un virus qui a été modifié génétiquement qui transporte le médicament dans le sang d'Elisa. Car après 30 ans de recherche, la technique fonctionne. Détourner les capacités d'un virus rendu inoffensif et l'utiliser pour véhiculer un gène médicament directement dans les cellules du patient. L'innovation a un coût jamais atteint, 1,9 million d'euros pour le traitement d'Elisa. C'est l'hôpital qui a payé, avec l'accord du ministère de la Santé. Le traitement est depuis peu commercialisé par un grand laboratoire, mais c'est dans cette unité de recherche du Généton qu'il a été inventé. Aujourd'hui, les thérapies géniques concernent des maladies rares, mais l'enjeu économique est considérable. On parle de 40 médicaments d'ici 3 ans. Il y a aussi le modèle économique qu'il faut construire et qu'il faut construire ensemble, avec les industriels, avec les biotechnologies, avec les politiques. C'est un enjeu qui est extrêmement important parce qu'il conditionne finalement la généralisation de cette médecine qui donne des résultats absolument extraordinaires. On parle de guérison pour un certain nombre de maladies. C'est vraiment une rupture. On ne traite plus, on guérit. Sarah savoure chaque instant la nuit tombée. Je vois les motos, les scooters, je vois les gens, comment ils sont habillés, leur visage. Pour moi, je vois quasiment tout, en fait. Mais voilà à quoi ressemblait sa vision nocturne à cause d'une maladie, la rétinite pigmentaire. En septembre, l'injection d'un médicament sous la rétine a tout changé. Moi, personnellement, j'attendais pas forcément mieux voir dans ma vie. Et là, c'est comme une bonne surprise inattendue. Ce qui est merveilleux, c'est pour les enfants qui naissent avec ce gène. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus tôt on opère, moins en fait la maladie a le temps de dégénérer et plus on conserve de la vision et plus on en regagne aussi. Sarah sait aussi qu'elle fait partie des pionniers d'une révolution médicale en marche. Cette année, 300 essais cliniques ont été lancés. Certains concernent des maladies très répandues, des cancers à la maladie d'Alzheimer. Et si vous voulez faire un don justement à la recherche pour la thérapie génique ou au Téléthon, vous pouvez composer le 36 37 ou vous rendre sur le site téléthon.fr.
Partons maintenant en Espagne, le seul producteur européen de ce que l'on appelle désormais l'or vert. La consommation d'avocats a explosé ces dernières années, notamment en France, et cette demande a donc fait logiquement grimper les prix, à tel point que les exploitants doivent se protéger des voleurs. Charles Divot et Maxime Rousseau. Et si l'avocat était victime de son succès? Fruit à la mode, son prix ne cesse d'augmenter, au point d'être surnommé en Espagne l'or vert des agriculteurs. Les prix cette année sont incroyables. Ça va battre sûrement tous les records. Des avocats comme ceux-ci se vendent entre 7 et 8 euros le kilo. Une pépite qui ne fait pas seulement le bonheur des producteurs, mais aussi celui des voleurs qui ont trouvé dans l'avocat une nouvelle source de revenus. Alors, José Miguel a investi dans la sécurité de son champ. Regardez, là il y a des capteurs infrarouges qui protègent l'accès au champ d'avocat. Ajoutez à cela 6 caméras de vidéosurveillance directement reliées à son téléphone et une alarme des plus stridentes en cas d'intrusion. Coût total de l'investissement, 10 000 euros. Évidemment, c'est très cher, mais ce sera encore pire de se faire voler toute sa production. Le résultat d'1 an de travail. L'an dernier, plus de 5 tonnes d'avocats ont été dérobés dans le sud de l'Espagne, unique producteur de ce fruit en Europe. Ils ont tout pris, jusqu'au bout du champ. Ça représente énormément d'argent. Là, ils m'ont volé près de 2 tonnes d'avocats. Avec à chaque fois le même mode opératoire. Regardez, c'est par là qu'ils sont passés. Ils ont fait un trou dans le grillage. Et en 2 minutes, tout était parti. Les barrages routiers et contrôles d'identité n'y feront rien. Bonjour, vous pouvez m'ouvrir le coffre, s'il vous plaît? Les voleurs sont déjà très loin. Et pour cause, la majorité des vols ont lieu la nuit. Alors de plus en plus d'agriculteurs font appel à des patrouilles nocturnes. Là, on dirait que quelqu'un a escaladé la barrière. Fausse alerte, mais il faut tout de même rester vigilant jusqu'au lever du soleil. La journée, c'est plutôt tranquille. Il n'y a que des agriculteurs. Mais la nuit, s'il y a quelqu'un, c'est qu'il a de mauvaises intentions. Nuit et jour, les forces de l'ordre sont à l'affût des voleurs. Même la police nationale s'occupe désormais du problème et n'hésite pas à sortir les grands moyens. Cet hélicoptère a des moyens de vision nocturne. Il permet de savoir s'il y a du monde dans les champs. C'est un grand soutien pour les patrouilles à pied. Le vol d'avocats, principale préoccupation de la police de Malaga, dans une région qui l'an dernier a produit près de 40 000 tonnes de ce fruit. Et de l'Espagne, partons maintenant en Italie, où le succès d'une boisson commence à nous agacer un peu, nous Français. Le Prosecco a dépassé il y a quelques années le champagne en termes de bouteilles vendues dans le monde, un marché multiplié par 4 en 10 ans. Alors quel est le secret de cette réussite absolument inédite? Pourquoi ce vin pétillant plaît tant? Enquête d'Antoine de Pressigou, Vincent Pierron et Alexandre Godin. Les puristes l'apprécient dans une flûte comme le champagne, mais il est beaucoup moins cher. On a acheté à cause du champagne pour goûter et c'est vrai que on a apprécié quand même. Ce vin pétillant italien, ça utilise le Prosecco, on verse pour pas perdre les bulles, doit une grosse partie de son succès à ce cocktail orangé, devenu très populaire chez les jeunes, le spritz. C'est le cocktail qui marche le mieux, je pense, avec le mojito. Alors on passe à peu près entre 10 et 15 bouteilles de Prosecco par jour, ce qui fait 450 bouteilles par mois. J'en reprends souvent en soirée ici, ça me fait repenser à l'Italie et au voyage avec mon épouse. Bonne idée. Partons en Italie. Au nord de Venise, sur ces collines, pousse la glera, le cépage du Prosecco. Le propriétaire en costume au milieu des vignes, c'est Lodovico. Bonjour. Alors on va où? On va aller voir les cuves. Le vin est stocké dans ces immenses citernes pour acquérir ces fines bulles. Il est moins cher à produire que notre bon vieux champagne. Dans la méthode champenoise, la seconde fermentation se fait en bouteille. Pour le Prosecco, dans une cuve comme celle-ci. Après la récolte, il faut seulement 5 mois pour fabriquer un Prosecco, contre 2 ans en moyenne pour un champagne. Tenez, vous ne trouvez pas que ça sent la poire? Autre différence avec le champagne, le Prosecco ne doit surtout pas vieillir. Chaque jour qui passe le rend moins bon. Il doit donc arriver rapidement sur le marché.
Ça va où, Maximo? Ça va vers les États-Unis. Presque la moitié de la production part à l'étranger, notamment vers la France. Aujourd'hui, le marché français est le 4e pays vers lequel on exporte, à égalité avec l'Allemagne. Ça fait à peu près 2-3 ans que la France a découvert le Prosecco. Et nous, forcément, ça nous fait bien plaisir. Cette bouteille haut de gamme est au même tarif qu'un champagne, premier prix, une vingtaine d'euros. Mais dans nos supermarchés, la plupart des bouteilles de Prosecco sont vendues à peine 8 euros. Un Prosecco low cost qui représente 90% de la production totale. Les arômes de poire, les arômes de fruits rouges, de mirabelle, de pommes, et qui sont très reconnaissables du Prosecco. Selon cet expert, les bulles du Prosecco haut de gamme sont bien plus fines que celles du Prosecco à 8 euros. Et ce n'est pas la seule différence entre les deux bouteilles. Ce qui est le plus discriminant entre les deux, c'est la longueur en bouche. Ici, c'est un vin qui est relativement court, donc les impressions vont disparaître assez vite une fois que vous aurez avalé le vin. Et là, vous avez un vin qui est beaucoup plus long, et là, les sensations gustatives vont durer beaucoup plus longtemps. En clair, dans les cocktails comme le Spritz, les Prosecco premier prix DOC font l'affaire. En revanche, recherchez l'inscription DOCG pour les grandes occasions comme Noël. Ils sont plus chers mais bien meilleurs. Et que vous choisissiez le Prosecco ou le champagne, vous en laisserez peut-être une petite flûte pour le Père Noël le 24 décembre prochain. Un personnage qui a déjà beaucoup de travail dans les centres commerciaux. Mais attention, pour convaincre les enfants que vous êtes le vrai, il faut travailler le moindre détail. Une école propose d'ailleurs une formation très sérieuse. Ça se passe en Angleterre. Reportage Nathalie Hérault et Brigitte Garambois. Apprendre à rire comme le Père Noël. L'exercice n'est pas toujours facile, surtout pour les nouveaux élèves. James, tout seul. Du costume. Les pompons sont tous sur la gauche, j'espère. Au nom des reines. Donda, Dasher, Cupid, Vixen, Dancer. Les assistants du Père Noël n'ont pas droit à l'erreur. Mauvaise question. Que veux-tu pour Noël? Parce que cet enfant vous a sûrement déjà écrit une lettre. Surtout, ne rien rater. Car voici la matière la plus importante de la journée, le cours de langues étrangères. En français. En japonais. En suédois. Mais une question nous taraude. Quel âge avez-vous ? Oh, ma chère, j'approche de mes 800 ans et je n'ai pas l'intention de prendre ma retraite. Pour moi, c'est le meilleur job du monde. James Lovell a créé cette école il y a quelques années. Vous devez être joyeux, sourire tout le temps. Vous devez avoir une sorte de magie en vous, c'est très important. Nous allons maintenant retrouver l'un des assistants du Père Noël en plein travail. Quand je t'ai vu l'année dernière, tu arrivais à peine là. Et maintenant, tu as beaucoup grandi. C'est impressionnant. Pour lui, c'est 20 sur 20. Hello, jeune homme. Content de te voir. Leçon parfaitement assimilée. Je dois m'assurer que je suis prêt pour toutes les demandes. Je dois bien écouter. C'est la clé. Les enfants ont les yeux qui brillent. Je peux te dire un secret ? Oui. On a une tasse où on laisse les cookies et le lait. Tu as une tasse spéciale ? Un câlin, une photo, même les parents sont conquis. Joyeux Noël et bonne année. A wonderful Christmas. Et il mérite même 22 sur 20 ce Père Noël. Allez, maintenant, on va partir à La Réunion où nous attend un être beaucoup plus discret. Un caméléon devenu l'emblème de l'île. L'endormi a, comme son nom l'indique, un rythme très très lent, sans doute pour nous laisser le temps d'admirer sa beauté. Sandra Douceret et Sylvain Ducasse. De ces plages paradisiaques à ces montagnes verdoyantes, La Réunion accueille de nombreuses espèces. Il y a les lézards, faciles à observer, et puis leurs cousins, caméléons, beaucoup plus lents et fascinants. Ils sont partout, et pourtant, on ne les voit jamais, ou presque. Ah, en voilà un. Le voilà. Alors là, on vient de voir un très beau mâle parce qu'il est bien vert avec une belle bande blanche. Le caméléon panthère est originaire de Madagascar. Arrivé au XVIIe siècle à La Réunion, il est désormais ici comme chez lui. Sur les branches, en fait, il imite un peu le balancement des feuilles. Et donc, il se déplace extrêmement doucement
Donc c'est pour ça que les Rayonnais l'ont depuis longtemps appelé l'endormi. Et puis il a une queue préhensile, donc c'est vraiment un animal, c'est un très très bon grimpeur. Hop. Les mâles peuvent atteindre 50 cm. Ils sont verts et toujours plus gros que les femelles, brunes. Et s'ils changent de couleur, ce n'est pas pour se camoufler, mais seulement à cause de leurs humeurs. Ah oui, ça c'est la couleur du stress. Alors ça va revenir, regardez, voilà. Il va retrouver un vert plus clair avec sa bande blanche. Il va s'apaiser et il s'éclaircit. À la Saline-les-Bains, à l'ouest de l'île, des endormis justement font grise mine. Ici, un vaste chantier de lutte contre les inondations redessine le paysage. Les endormis, quand les bulldozers ont commencé à travailler, à saccager la forêt et tout ça, ce sont tous, enfin ceux qui ont survécu, se sont réfugiés dans le parcours sportif. Mais il y a toute la génération qui était enterrée, les œufs étaient enterrés dans la terre, qui sont sacrifiés. Quelques mètres plus loin, un jardin botanique fait office de sanctuaire pour les caméléons. Les jours de chance, les touristes peuvent en croiser. C'est vraiment magnifique. Je viens de voir le caméléon que je ne voyais pas, que j'ai découvert parmi la végétation et parmi ce jardin d'Éden qui est magnifique. Toute la beauté de la Réunion. À la beauté de l'instant succède la prise de conscience. Je viens d'apprendre aussi qu'il fallait surtout pas les prendre en photo avec un flash parce que ça les éblouit et ça les empêche de manger par la suite, de s'alimenter. C'est bien pour eux déjà d'explorer, d'apprendre un petit peu la nature ici et puis leur île. Et puis surtout, encore une fois, qu'ils aient la chance de voir ces choses-là avant que ça disparaisse. Depuis février 1989, l'endormi est une espèce protégée. C'est le seul caméléon existant à La Réunion, mais impossible d'en connaître le nombre d'individus. Aucun recensement n'a été réalisé depuis son importation. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, à 23h, tout à l'heure, Damien Givlet reviendra sur la grève et sur ses conséquences dans le grand journal du soir sur LCI Canal 26. Tout de suite sur TF1, le concert événement de Patrick Bruel. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous retrouve demain dès 13h. Retrouvez toute l'info sur LCI, Canal 26.